Xavier Moreau, justement, du site Stratpol, auteur, entre autres, du livre noir de la gauche française. C'était en 2021 aux éditions Stratpol, tout comme Z Ukraine, pourquoi la Russie a gagné aux mêmes éditions. Bonjour Xavier Moreau et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour, merci pour votre invitation. Eh ben, c'est l'occasion, parce que ça n'a pas été le cas, en tout cas de visu, de vous souhaiter, mon cher Xavier, une très bonne, une excellente année 2025 qui verront, je l'espère, réaliser vos projets ainsi que votre réalisation personnelle. Et je le dis bien sûr au nom de l'ensemble des équipes de géopolitique profonde, déjà, pour commencer. Merci, je vous souhaite une victorieuse année 2025. Une année, voilà, en 2020, bilan 2024. On les aura 2025. J'ai cru voir ça sur, je crois, sur X ou sur Stratpol, ou les deux. Alors, justement, est-ce qu'on commence peut-être par le bilan 2024 pour aller vers 2025 jusqu'au dernier soubresaut ukrainien? J'apprenais ce week-end, semble-t-il, les Russes annonçaient une contre-attaque ukrainienne à Koursk. Oui, en fait, elle a commencé, elle s'est accélérée hier, mais elle a commencé il y a quelques jours. Mais de ce que je vois, donc pour l'instant, c'est un échec complet. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Encore une fois, c'était la première vague d'assaut qui a échoué. Ce que je vois, c'est qu'ils ont commis finalement les mêmes erreurs que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont fait des concentrations de force avant de monter à l'assaut, ce qui aujourd'hui, étant donné la transparence du champ de bataille, ne fonctionne pas. On l'a vu à chaque fois que Kiev a voulu le faire. Dès qu'ils se concentrent, évidemment, les Russes les voient, les bombardent, et donc finalement, au moment où ils passent à l'assaut, il n'y a plus assez de monde. Et c'est ce qu'on a observé hier. Donc pour l'instant, c'est un échec complet. Ce qui est clair, c'est que c'est ce que disait Oscar Fressinger, que je salue. D'ailleurs, nous avons un ami en commun, Slobodan Despot. Donc, c'est ce qu'il disait dans son intervention juste avant, c'est-à-dire que là, ils essaient absolument de faire quelque chose avant le 20 janvier. Ce qui n'a d'ailleurs finalement pas de sens, parce que de toute manière, c'est pas la ligne de front qui va déterminer ce que Trump va faire ou ne pas faire. Ce qui va déterminer ce que Trump va faire ou pas faire, c'est l'état de l'armée ukrainienne. Et si on veut faire le bilan de 2024, en fait, ce qu'a fait l'armée russe, et ce qu'a fait le général Broussilov en 1916, je l'ai souvent dit au micro d'ailleurs, de géopolitique profonde ou de radio courtoisie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit l'armée autrichienne en 1916, et c'est ce que la Russie a fait en 2024. Elle a détruit, laminé l'armée ottano-kievienne, je précise bien ottano-kievienne, puisque d'ailleurs vous le voyez sur les images, par exemple de l'offensive kievienne d'hier. On a de nouveau eu des chars Challenger 2 détruits, des Léopards 2 détruits, beaucoup de matériel, et puis la plupart des munitions, évidemment, dans la mesure où c'est du matériel OTAN, viennent de l'OTAN. Donc, en fait, c'est ce que la Russie a détruit. Elle a appliqué la doctrine, finalement, notamment, il y a un des penseurs militaires soviétiques d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Svechin, Alexander Svechin, qui estimait qu'il fallait, pour gagner, il fallait user l'ennemi, et donc calculer précisément ses capacités. C'est ce qu'a fait le général Gerasimov en 2022. Il a pris son tableau Excel, il a calculé le potentiel militaire et militaro-industriel de l'OTAN et de l'Ukraine, et il a dit à Vladimir Poutine, voilà, pour gagner, il faut faire ça, je vais avoir besoin de ça, ça et ça et ça et ça. Et Vladimir Poutine lui a dit, d'accord, on va le faire. Et parmi les événements de 2024, il y en a un aussi dont je n'ai pas parlé, parce qu'on peut pas, il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, mais pour moi, il y a un événement extrêmement important, c'est la nomination du ministre de la Défense, Belousov, qui est lui Oui, aussi, si vous voulez, la victoire des Russes, c'est la victoire des mathématiques. Les Russes n'ont pas une vision de la guerre romantique, fondée sur le génie d'un général, d'un Manstein, d'un Guderian, hein, comme l'OTAN, que l'OTAN vénère, et lit assidûment leur mémoire romancée. Pour la Russie, la guerre, c'est des mathématiques. Donc c'est un rassemblage. Il faut rassembler des capacités humaines, militaires, industrielles, énergétiques, technologiques, etc., pour l'emporter. Tout est calculé.
Et d'ailleurs, moi qui suis boxeur, par exemple, je regarde ce qu'on appelle le style soviétique de boxe, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a été mis en place par des scientifiques qui ont calculé que ben, pour être le plus efficace possible, eh bien, le boxeur devait s'économiser au maximum. Chaque mouvement est calculé pour qu'il soit le plus efficace possible par rapport à la position des hanches, du pied, du poing, voilà, tout est, ça c'est tradition soviétique, mathématique, tout est mathématique. Et ce qu'on observe en fait, c'est la destruction méticuleuse, mathématique, de l'armée ukrainienne, otano-kievienne, encore une fois, c'est important de dire les deux, de l'armée otano-kievienne en 2024. Et ce qu'on va observer en 2025, c'est la continuation de cette destruction, à la différence que l'espace opérationnel qui va bientôt s'ouvrir à la Russie. Là, aujourd'hui, l'armée russe a annoncé la prise de Pakrovsk, hein, qui était le gros bastion. C'est fait. Voilà, qui permettait notamment de bombarder la ville de Donetsk. Pour moi, c'est important. Si vous voulez, je suis allé la première fois à Donetsk grâce à Nicolas Mirkovitch en novembre 2015. Et le front était juste à côté. On y est allé d'ailleurs sur Spartak, c'était 6 km du centre-ville. Hein. Aujourd'hui, le front est loin, à plus de 40 km maintenant. Donc aujourd'hui, le Donetsk vit normalement, quasiment normalement. Si jamais les otano-kieviens veulent bombarder Donetsk, il faut qu'ils utilisent des missiles, par exemple des HIMARS ou des attaques MS. Et c'est des missiles qui coûtent cher, donc ils vont le faire de temps en temps pour se venger, mais c'est plus comme avant, c'est plus comme quand j'y étais en décembre 2022 où ils ont bombardé la cathédrale, ils ont bombardé devant mon hôtel, là où il n'y avait aucune cible militaire, c'était vraiment du terrorisme. Hein. Donc ça, pour revenir à mon idée plus globale, ce qu'on va observer, c'est la continuation de la destruction de l'armée otano-kievienne, à la différence que l'espace opérationnel va changer. C'est-à-dire que la steppe ouverte s'ouvre désormais à l'armée russe et que j'avais fait la comparaison dans mon dernier bulletin. Si vous regardez l'équivalent un peu, on en est pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut toujours étudier la Seconde Guerre mondiale pour comprendre ce qui se passe en Ukraine actuellement. Quand les Soviétiques, après la bataille de Koursk, donc en août 1943, lancent l'offensive vers le Dniepr, eh bien, le 15 septembre, Manstein convainc Hitler de se retirer de l'autre côté du Dniepr, parce que c'est indéfendable. Il n'y a plus de grandes villes, il n'y a plus ce réseau de villages, d'usines, de mines, comme il y a dans le Donbass. Et le terrain est beaucoup moins vallonné, voire pas du tout par rapport au Donbass. Donc finalement, la seule ligne défendable aujourd'hui, elle est de l'autre côté du Dniepr. Mais à la différence d'Hitler, le temps n'est pas raisonnable. Et surtout, Zelensky n'est pas raisonnable. Parce que si effectivement il fait un bond de 100 km vers l'ouest, eh bien, de 50 km, je ne sais pas trop quelle est la distance, de 50-100 km, je crois, peu importe, de l'autre côté du Dniepr, ça dépend où on se situe par rapport au front d'ailleurs, ça va être une catastrophe pour les communicants qui décident de la stratégie kievienne. Ce sont les communicants, ce ne sont pas les généraux, ce ne sont pas les politiques. En fait, tout est ciblé uniquement par rapport à la communication, par rapport à des dates clés. Par exemple, le 20 janvier, il faut absolument avoir avancé un petit peu dans la région de Koursk avant le 20 janvier pour montrer qu'on est capable de se battre, ce qu'expliquait très bien votre invité Oscar Freisinger. Pardon, oui. Oscar juste avant moi, c'est-à-dire qu'on se fixe des dates, des lignes rouges que la Russie ne s'est jamais fixées. Vladimir Poutine, le 20 janvier, pour lui, ça ne compte pas. De toute manière, il est en train de faire la guerre à l'armée de l'OTAN, donc en partie à l'armée américaine, et il l'a fait avant le 20 janvier, il continuera à la faire après le 20 janvier, jusqu'à ce qu'un traité soit signé entre Moscou et Washington de facto. Voilà, donc ce qu'on observe, c'est ça, c'est-à-dire ce qu'on va observer, je pense, en 2025, c'est ça, c'est-à-dire un changement d'échelle de cette guerre et qui, pour l'instant, même le colonel Goya le reconnaissait sur LCI, c'est la Russie qui a marqué des points pendant toute l'année 2024 et c'est elle qui a le ballon et c'est elle qui va jouer et pour l'instant, elle joue remarquablement bien avec une approche, encore une fois, mathématique de la guerre. Et là, elle peut frapper, et là, elle peut passer à un attaquant dans la profondeur, semble-t-il. Parce que si la plaine s'ouvre, est-ce que ça va être ça? Quelle va être la tactique militaire russe maintenant que s'ouvre justement ce territoire de plaine où a priori il n'y a plus de défense jusqu'aux défenses naturelles que sont le Dniepr?
Alors, je pense pas que malgré tout on ait du Joukov, parce que encore une fois, comme je le disais au début, on a désormais une transparence du champ de bataille, que ce Oui. soit du côté, du côté kievien évidemment, c'est l'OTAN, c'est tous les moyens d'observation de l'OTAN qui sont colossaux. Du côté de la Russie aussi, on n'est pas en manque de ce côté-là. Donc en fait, de faire des grandes percées qui exposent les flancs de Mhm. ces percées est beaucoup trop risqué. Et surtout, ça peut causer des pertes, ça peut causer des encerclements. Donc je pense que la Russie va continuer à avancer de manière méthodique, petit à petit, en consolidant ses flancs. On voit très bien d'ailleurs, si vous observez aujourd'hui le front, notamment dans la région je parlais de Kourakovo, hein, ce qu'on appelle le front centre, hein, c'est le meilleur des généraux russes actuellement, le général Mordvitchev. Quand il avance, il n'exploite pas dans la profondeur. D'abord, il consolide ses flancs, il prépare les positions au cas où il y ait des contre-attaques ukrainiennes. Donc, il est extrêmement prudent parce que le but numéro un depuis 2022, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias de grand chemin, eh bien, c'est de limiter les pertes. Si vous faites des grandes offensives, oui, la Russie pourrait avancer plus vite, mais les pertes seront infiniment plus nombreuses. Donc ça, c'est une évidence. Et surtout, de toute manière, comme je le disais, on ne peut pas faire de concentration de force. La seule manière de donner l'assaut aujourd'hui, c'est, on regarde, les Russes ont un peu ont évolué, donc ont amélioré leur tactique. Donc c'est soit des groupes de trois, de ce que m'expliquait un des experts militaires, notamment sur la formation que reçoivent les soldats russes. Une des techniques d'assaut, c'est un groupe de 3 hommes qui franchit très vite, souvent en moto ou en quad, l'espace contrôlé par les drones, donc après une grosse préparation d'artillerie, qui s'empare d'un point. Si le point est tenu par ces 3 hommes-là, on envoie 9 hommes et ensuite, petit à petit, on garnit en gros cet espace-là. C'est une des techniques. Il y a aussi la colonne d'assaut mécanisée, pardon, avec un char, ce que les Russes appellent le tsar mangal. En fait, le mangal, c'est le barbecue, hein, donc avec complètement isolé de grilles pour faire exploser les ogives avant qu'elles touchent le char lui-même, et derrière des véhicules blindés mécanisés qui transportent l'infanterie. Ça, c'est une autre tactique qui fonctionne également. Mais tout ça, ça suppose qu'il n'y a plus de concentration massive de force à un endroit donné pour pouvoir donner l'assaut, exactement ce qu'ont fait les Ukrainiens, l'état-major otano-kievien, qui a très peu innové, hein, d'ailleurs, voire pas du tout au niveau tactique depuis 2 ans. Eh bien, en fait, ils continuent à faire ces gros rassemblements avant de donner l'assaut. Les Russes ne font pas ça. Les Russes sont répartis sur la ligne de front et tout d'un coup, dès qu'ils font, comme faisait le général Broussilov en 1916, dès qu'ils sentent une faiblesse, ils injectent des forces, mais toujours de manière, je dirais, mesurée, parce qu'ils savent que s'il y a une trop grande concentration, immédiatement, c'est les missiles et c'est une destruction qu'ils ont subie, hein, ils ont eu on se souvient de 2022, notamment les HIMARS ont fait des dégâts sur les arrières russes. Donc voilà, je ne pense pas qu'on ait encore de grandes offensives, même si évidemment ça ira plus vite parce que les soldats kieviens n'ont plus de villes ou d'usines ou de mines où s'enterrer. Quid des provocations, des attaques avec des attaques MS justement. Moscou annonçait qu'ils avaient subi encore une attaque relativement massive de missiles attaques MS américains et de drones. Il y a de cela, j'ai cru noter 2 ou 3 jours, qui aurait une réaction à nouveau de la part de la Russie. Alors, en ce qui concerne les attaques MS, bon, finalement, effectivement, ils ont l'autorisation de les utiliser. Le problème de l'attaque MS, c'est sa portée. Donc c'est un missile qui tape à 300 kilomètres. Contrairement au Scalp ou au Storm Shadow, dans Scalp français ou Storm Shadow anglais, il n'y a pas besoin d'avion pour les lancer. C'est lancé à partir d'un système mobile terrestre, le même d'ailleurs qui lance le HIMARS, hein, c'est-à-dire que, mais au lieu d'avoir 6 HIMARS, je crois, vous avez un seul attaque MS qui frappe. Mais il ne peut tirer qu'à 300 kilomètres, 350 kilomètres. Et il n'y a rien à 350 kilomètres Ah oui. qui coûte le tir d'un missile d'1,5 million de dollars. C'est ça le problème. Et donc, d'ailleurs, on les a vus, ils ont tiré. Alors peut-être que c'était délibéré, c'est-à-dire que finalement, les Américains qui contrôlent évidemment les cibles qui sont utilisées, qui sont visées par l'attaque MS, ne veulent pas trop chagriner les Russes parce que eux, ils ont des actifs militaires en mer Rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ne Bien voudraient pas que sûr. tout d'un coup, les Houthis soient capables de tirer des missiles de croisière hypersoniques qui leur auraient été livrés par un généreux donateur.
Donc, donc ils peuvent tirer donc, ces missiles. Ils ont tiré, par exemple, bon, dans la région c'était la région de Koursk, c'était la région de Belgorod, dans la région de Rostov. Ils ont tiré sur des aéroports. Or, il n'y a plus d'avions sur ces aéroports. Parce que les avions qui sont utilisés sur le front russe, aujourd'hui, décollent de bien plus loin et pour être complètement à l'abri de ce genre de tir. Donc, militairement, les attaques MS n'ont pas vraiment d'utilité. Et d'ailleurs, c'était surtout très symbolique d'autoriser le tir de l'autre côté de la frontière russe de 2022, puisque si vous regardez le front aujourd'hui, par exemple, je parlais de Kourakovo, entre la frontière russe de 2022 et Kourakovo, il y a 250 km à peu près. Donc, ce missile attaque MS pourrait déjà, depuis longtemps, être utilisé sur les arrières russes pour avoir une efficacité militaire. Mais il ne l'est pas. Parce qu'en fait, je pense que l'OTAN est aveugle. L'OTAN ne voit plus. Les Russes ont appris à se cacher. Oui. Encore une fois, ils ont tiré les leçons de ce qu'ils ont fait en 2022. Et donc, en fait, il y a 250 km d'espace où on pourrait utiliser ces missiles à 1,5 million de dollars. Mais il y a rien les Américains ne savent pas sur quoi tirer. Donc, finalement, on fait dans le symbole. Je pense qu'il y a aussi le fait que, donc ça, c'est le New York Times qui le disait, sur les 500 missiles ATACMS qui ont été donnés, il en reste moins de 50. Et il est possible aussi que les Kieviens se dépêchent de les tirer en se disant quand Trump va arriver, il va nous enlever l'autorisation. Trump a critiqué l'autorisation de tirer. Il a critiqué l'autorisation de tirer sur les frontières d'avant 2022, qui encore une fois est pour moi purement symbolique. Hein. Mais donc évidemment que autant les utiliser maintenant, mais si j'étais Kievien, bon, dans la mesure où j'ai des missiles à 1,5 million de dollars, je vais les utiliser pour avoir un résultat militaire. Or, pour l'instant, on ne voit pas ça. Tout ce qui a été tiré par des attaques MS ne sert absolument à rien, mais vraiment à rien. Donc, ils ont tiré, je ne sais pas combien, plusieurs dizaines. Donc, c'est des attaques qui ont coûté 20 millions de dollars pour rien. Comme résultat, rien. Donc voilà, les attaques MS ne vont rien changer. En revanche, ça peut compliquer la situation de la flotte américaine et anglaise, si c'est des Storm Shadow, en mer Rouge. Ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences régulièrement, on voit tout d'un coup les porte-avions américains qui s'enfuient de la mer Rouge parce qu'ils sont chassés par des Houthis qu'on dit à tort en sandales d'ailleurs. Hein, les Houthis sont un peuple d'élite, on peut le dire, et qui savent se battre, qui ont été formés par les Iraniens, qui savent fabriquer leurs propres missiles, et puis ils en reçoivent aussi. Ils en reçoivent et ils peuvent devenir très dangereux. Donc je pense que c'est aussi ça aussi qui fait peur à Trump, qui lui est quand même beaucoup plus pragmatique que Joe Biden et que la clique de démocrates autour de lui, c'est que lui, il voit que le danger pour les États-Unis, le danger direct, c'est pas l'Ukraine, c'est le trafic en mer Rouge. C'est la fin de l'utilisation du canal de Suez. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est contre ça que... Et c'est là-dessus, je pense aussi, une des choses que va négocier, sans doute, parce que je pense qu'il y aura une négociation globale, que va tenter de négocier Trump avec Poutine, c'est ça aussi, c'est c'est un règlement global des conflits au Moyen-Orient, Proche-Orient, et également, bien sûr, en Europe, en Ukraine. Un règlement global. Avant de parler des négociations et du règlement, juste peut-être un dernier mot sur le front sud. Qu'en est-il d'une possibilité de continuer le conflit l'année prochaine si aucune solution n'est trouvée sur le plan de la négociation? Est-ce que l'état-major et la Russie en général seraient prêts à pousser son avantage jusqu'à Odessa, sachant que je crois qu'il y a eu des livraisons d'armes dernièrement américaines, qu'Odessa devient un point sur lequel l'OTAN aimerait compter pour après la guerre. Est-ce que ça, c'est quand même pas jusqu'à la Transnistrie? On a vu la coupure du gaz dernièrement par les Ukrainiens de Kiev. Est-ce que là, il y a encore quelque chose qui pourrait évoluer dans les semaines et les mois à venir? Ça fera pas. On va voir ce que veut faire Trump. La seule chose que proposent les Russes, au moins c'est l'avantage d'être clair, d'ailleurs c'est clair depuis le début. Alors ça a évolué au fur et à mesure de l'entêtement de Otano-Kievien, mais la proposition de paix qu'a fait Poutine en juin, elle est toujours valable. Ça a été confirmé. Donc qu'est-ce qu'a dit Vladimir Poutine? Il a dit reconnaissance internationale. Il veut un traité. Il veut pas un gel du conflit. Reconnaissance internationale des 5 régions réunifiées à la Russie, donc la Crimée, Kherson, Zaporozhye, le Donetsk et Lugansk. 5 régions. La dénazification et la démilitarisation. La démilitarisation, c'est ce qu'il y avait dans le traité d'Istanbul, c'est-à-dire une armée ukrainienne qui sera limitée à 80 000 hommes
même sans doute moins maintenant parce que de toute manière, le territoire à couvrir est moins important. Plus d'armements lourds, en fait, bon, en gros, une espèce de garde nationale. Donc, qui mettra, l'Ukraine, qui forcera l'Ukraine d'ailleurs, parce qu'elle n'aura plus les moyens militaires de résister, à appliquer l'autre exigence russe, qui est la dénazification. En gros, c'est-à-dire la fin des persécutions contre l'Église orthodoxe, contre les locuteurs russes, c'est-à-dire 80% et sans doute même plus des Ukrainiens, parce qu'en réalité, je me souviens en 2014, les chiffres étaient tombés, même à Lvov, 70% des demandes sur Internet sont faites en russe. Donc le mythe d'une Ukraine découpée entre locuteurs ukrainiens et russes, c'est faux. Les Ukrainiens parlent ukrainien sous la contrainte en Ukraine. Et d'ailleurs, ça fait enrager les Polonais et les Baltes, c'est-à-dire que dès tous ces réfugiés ukrainiens qui s'installent dans les pays baltes ou en Pologne, ils se mettent à parler russe, puisqu'il n'y a pas, il y a plus, notamment en Pologne, il n'y a pas de loi qui oblige à parler ukrainien. Donc ils se mettent à parler la langue de leur maman, de leur papa, exactement quand ils sont, comme ils sont. Quand ils sont sur le point de mourir, malheureusement, on les entend, ils se mettent à parler la langue de leur maman. Et pour reparler de boxe, le dernier combat de Usyk contre Fury, ce qui était intéressant, c'est que dans le coin, son entraîneur lui parlait en russe, en fait. Donc, alors que lui, il est toujours avec son drapeau ukrainien dans tous les sens. La réalité linguistique en Ukraine, au passage, donc c'est ça. Donc, cette dénazification, elle aura des conséquences qui seront les mêmes que celles qu'on a observées en 1932. En 1932, l'ukrainisation forcée organisée par les bolcheviks, notamment par Staline, donc de ces territoires ukrainiens, a cessé. Parce qu'en fait, Staline s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens, qu'en plus, il y avait à l'intérieur du parti bolchevique, il y avait des nationaux bolcheviques ukrainiens qui voulaient même l'indépendance de l'Ukraine contre la Russie. Donc cet anti-russisme qui était le propre de Staline, je vous renvoie à le bouquin que vous avez cité, je cite les textes de Staline sur la dérussification, le chauvinisme grand russe, etc. Staline a arrêté les frais, mais il n'a pas re-russifié. Mais naturellement, toute l'Ukraine s'est remise à parler russe. Et c'est ce qu'on observera, c'est-à-dire que dès que vous arrêterez ces lois qui forcent les gens à parler ce sabir infernal qui est l'ukrainien, ils vont tous se remettre à parler russe et à lire russe, et l'éducation reviendra en russe. Et ça, je dirais, ça assurera la reconquête non militaire de l'Ukraine par la Russie, parce que l'Ukraine est une terre russe, en dehors de l'Ouest, maintenant qui est définitivement perdu, mais de toute manière, les Russes n'en veulent pas. Il n'y a rien, c'est ce que disait Oscar Fressinger parfaitement, il n'y a rien, à Lvov, à Ivano-Frankivsk, il n'y a rien. Et en plus, bon, visiblement, la population a une haine qu'elle essaie d'ailleurs de répandre dans le reste de l'Ukraine contre la Russie, et les Russes ne sont pas intéressés par cet ouest de l'Ukraine. Donc en fait, la dénazification, ce qu'appelle la Russie, Poutine appelle la dénazification, aura pour conséquence une re-russification naturelle. Les gens, encore une fois, se retourneront, se remettront à parler russe, remettront la statue de la grande Catherine à Odessa. C'est intéressant, hein. La statue de la grande Catherine à Odessa a été déboulonnée 2 fois. Une fois par les bolcheviks en 1924 et une autre fois par les nationaux bolcheviks ukrainiens à la fin de l'année 2022. Donc tout ça, évidemment, tout ça doit cesser. La statue sera restaurée, celle du duc de Richelieu, qui a cofondé la ville avec la grande Catherine. Et aussi, donc le dernier point qui a été proposé par Vladimir Poutine, c'est la levée de toutes les sanctions contre la Russie. Alors voilà. Et c'est ça qui me fait dire que Poutine n'est pas pressé. Parce que pour faire lever toutes les sanctions, il faut que le Congrès américain soit d'accord. Et donc ça met la barre très, très haut. Alors, à moins que ce soit un terme sur lequel Vladimir Poutine soit prêt à négocier. Donc, comme Trump, en fait, quand Trump menace, d'ici le 20 janvier, il va encore menacer la planète entière de représailles, de droits de douane, etc. C'est aussi qu'il prépare la négociation, donc il en demande énormément. Mais ça, pour moi, c'est un point clé. Parce que si vous vous souvenez, les États-Unis avaient mis des sanctions au début de la guerre froide pour forcer l'URSS à autoriser les Juifs du RSS à émigrer vers Israël. Et donc ces sanctions ont été levées, ont été levées il y a 10 ans.
Donc en fait, pour lever les sanctions, il faut que le Congrès soit d'accord. Et dans le Congrès, il y a un lobby anti-russe très fort, à la fois côté républicain, côté démocrate. Donc ça peut durer, ça peut prolonger largement le conflit. Donc voilà où on en est. Donc voilà ce que veut la Russie. Donc qu'elle arrive militairement à Odessa ou pas, quoi qu'il arrive, ça ne s'arrêtera pas sur la ligne de front. Le fait d'arrêter de persécuter les Russes, l'Église orthodoxe et la langue russe, naturellement, l'Ukraine va redevenir ce qu'elle est, à part l'Ouest, encore une fois, c'est-à-dire la Russie. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.